partout, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur les 2 premiers épisodes d'Ahsoka. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà vu les épisodes. Le premier épisode débute sur un texte défilant à l'image des films de la saga Skywalker, en respectant plusieurs de ses codes, une première pour une série Star Wars. On y retrouve donc le texte défilant de bas en haut, les mots importants en capital, 3 paragraphes, les 4 points de suspension et même un vaisseau qui vient rompre le vide spatial. Seules les présences d'une planète et de la couleur jaune sont manquantes pour compléter les règles des films. Dans ce texte, on peut d'ailleurs remarquer qu'Ahsoka Tano est décrite comme une ancienne chevalier Jedi, chose assez étrange puisque la Togruta a quitté l'ordre Jedi en tant que Padawan et ne s'est plus ensuite définie comme une Jedi malgré le fait que les autres personnages le fassent. Dans tous les cas, elle n'a jamais été présentée comme chevalier Jedi, mais peut-être qu'elle est considérée comme telle car elle a entraîné Sabine Wren comme Padawan. Le vaisseau qui vient rompre ce texte défilant est un vaisseau de la Nouvelle République non identifié par l'épisode, mais qui ressemble beaucoup à une frégate MC-80C créée par le jeu vidéo légende Jedi Knight Dark Forces 2. Le design de ce vaisseau est d'ailleurs inspiré du concept art Rebel Cruiser dessiné par Joe Johnston pour Le Retour du Jedi. Le vaisseau piloté par Baylan Skoll et Shin Hati est une navette de classe ETA, également connue sous le nom de navette d'ambassadeur Jedi. Il s'agit d'un modèle de navette fabriqué par Cygnus Spaceworks et utilisé par le Sénat Galactique et le corps des ambassadeurs de la République pour les missions diplomatiques puis par l'ordre Jedi pendant la guerre des clones. Le design de cette navette provient d'un concept art de Joe Johnston pour les navettes T4A de classe lambda du Retour du Jedi. Baylan est identifié plus tard par Huyang comme étant un Jedi ayant disparu au moment de l'ordre 66, il est donc logique qu'il utilise un ancien code Jedi pour aborder le vaisseau de la Nouvelle République et qu'il pilote ce genre de navette. En parlant de Baylan Skoll, le nouveau personnage est interprété par Ray Stevenson, qui doublait déjà le Mandalorien Gar Saxon dans Rebels puis dans la saison 7 de The Clone Wars. Stevenson nous a malheureusement quitté en mai dernier et le premier épisode d'Ahsoka lui est dédié. Et via Baylan, on peut voir 2 références. La première lorsqu'il dit que Shin et lui ne sont pas des Jedi par rapport à la réplique d'Ahsoka Tano dans Rebels face à Dark Vador, et la scène où il massacre des soldats de la Nouvelle République dans un couloir similaire à Vador dans la fin de Rogue One. Le capitaine de la Nouvelle République qui accueille les faux Jedi se nomme Hale et est interprété par Mark Rolston, que l'on a découvert il n'y a pas si longtemps dans Tales of the Jedi où il double le sénateur Dagonet, probablement en même temps que le tournage d'Ahsoka d'ailleurs. Et le blaster de la seconde du capitaine Hale, Jensen Corbett, est un A180, le même pistolet blaster que porte Jyn Erso dans Rogue One. De son côté, Ahsoka se rend sur Arcana visiter un bastion des Sœurs de la Nuit de Dathomir pour y trouver une carte stellaire menant au Grand Amiral Thrawn. C'est Morgan Elsbeth qui se décrit comme une sœur de la nuit, un clan et un ancien ordre de femmes dathomiriennes adeptes de la magie qui vivent sur Dathomir. Elles utilisent le côté obscur qui se manifeste sous la forme d'une magie verte que manipule Elsbeth un peu plus tard. Les sœurs de la nuit ont cependant été presque entièrement décimées pendant la guerre des clones par le général Grievous et ses forces droïdes. Parmi les sœurs survivantes, on peut compter Meryn, qui pour se défendre a pris le contrôle de l'esprit de nombreux frères de la nuit avant qu'elle ne rejoigne l'équipage du Stinger Mantis aux côtés de Cal Kestis, Seren Judai, Greez Dritus et BD1 dans le jeu vidéo Jedi Fallen Order. Une secte à elle survécu connue sous le nom de Sœurs de la Nuit de Narditi. Ce groupe continue à inquiéter Dark Sidious qui ordonna à une petite garnison de l'armée impériale de signaler s'il tentait de quitter la planète. À un moment donné, une inquisitrice inconnue trouva Jercera, membre des Sœurs de la Nuit de Narditi, et l'a pris comme apprenti. Cependant, des années plus tard, Jercera trahit son maître, dissimula sa mort et s'empara de son sabre laser à double lame, comme décrit dans le livre de jeu de rôle Ghost of Dathomir, The Force and Destiny. Au moment de la guerre civile galactique, Shelish était l'une des seules survivantes connues des Sœurs de la Nuit. Pendant le confinement du secteur Anoat entre 4 et 5 après Yavin, elle enseigna les voies de la force à un contrebandier de Burning Con qui devint finalement le chef de l'Insurrection dans le jeu vidéo Uprising. Sur Arcana, Ahsoka affronte plusieurs droïdes assassins HK-87, déjà introduits dans la saison 2 de The Mandalorian, justement aux côtés d'Elsbeth. Ces droïdes reprennent le nom des droïdes assassins de série HK de l'univers légende créé pour le jeu vidéo Knights of the Old Republic, et qui ont été adaptés au canon via les droïdes gladiateurs de modèle HK dans le livre de référence Smuggler's Guide. Les HK-87 ont cependant un design différent qui provient d'un concept art de chasseur de primes de Ralph McQuarrie pour la trilogie originale. Ahsoka voyage à travers la galaxie à bord d'une navette T6, un vaisseau utilisé par les Jedi pendant la guerre des clones. Sous l'Empire, Ahsoka en pilote un dans l'épilogue de Rebels et c'est le même que nous retrouvons dans la série Ahsoka. La navette est nommée pour la première fois sur le sol comme étant la T6-1974, probablement une référence à l'année 1974 pour ce que l'on appelle le The Star Wars Rough Draft. En effet, The Star Wars Story Synopsis a été la première étape de la création du scénario de l'épisode 4.
George Lucas l'a rédigé au printemps 73 et l'a remis à United Artists pour examen le 7 mai. Il est rejeté le 29 mai en raison du budget prévu de 3 millions de dollars. Il est alors envoyé à Universal qui ne prend pas de décision dans les 10 jours impartis. Le 13 juillet, le film est proposé à la 20th Century Fox qui accepte et confie l'écriture du scénario à Lucas avec la possibilité de se retirer à tout moment. Un an après, donc en mai 1974, The Star Wars Rough Draft est terminé, soit le premier scénario complet de Star Wars. Cependant, George Lucas le revisita un peu pour devenir The Star Wars First Draft, pour au final être considérablement réécrit pour devenir Adventures of Starkiller Episode 1 The Star Wars, au cours de l'été et de l'hiver 1974. D'ailleurs, de 2013 à 2014, Dark Horse Comics a adapté ce scénario sous le titre The Star Wars, réédité récemment chez Panini Comics en français sous le titre La Guerre des Étoiles. Dans cette navette T6, Ahsoka ne voyage pas seule puisqu'elle est accompagnée de Huyang, un professeur droïde architecte Mark IV qui, pendant la guerre des clones, aidait les jeunes Jedi à confectionner leurs sabres laser à bord du Crucible. Huyang, que ce soit dans The Clone Wars comme dans Ahsoka, est doublé par l'acteur David Tennant, principalement connu pour son rôle du 10e Docteur dans la série Doctor Who. Star Wars a d'ailleurs fait une référence amusante à ce sujet. Dans le roman Comme des frères, il est dit que le professeur Huyang était si vieux que l'ancien droïde était censé être arrivé au Temple Jedi dans une grande boîte bleue il y a des milliers d'années, rappelant sans aucun doute la machine à voyager dans le temps du Docteur qui est une cabine de police bleue des années 60. D'ailleurs, le récent livre de référence Timelines a placé la création de Huyang à environ 25 020 ans avant la bataille de Yavin, soit dès la création même de l'Ordre Jedi qui devrait être traité dans le film de James Mangold. En gros, Huyang est âgé d'environ 25 029 ans avec 75% des pièces d'origine, comme il le rappelle dans Ahsoka, une bonne conservation en somme. Après avoir quitté Arcana, Ahsoka reçoit un message de Hera Syndulla qui l'appelle par son ancien nom de code Fulcrum. Fulcrum est un titre utilisé par plusieurs informateurs rebelles dans les années précédant la bataille de Yavin. C'est Ahsoka Tano qui a proposé l'idée et a été l'agent Fulcrum le plus connu. Alexander Kallus, agent du bureau de la sécurité impériale, est devenu un autre Fulcrum après avoir perdu ses illusions sur l'Empire et a informé la rébellion que plusieurs cadets impériaux de l'Académie d'élite Skystrike voulaient passer du côté des rebelles. Le capitaine Cassian Andor de l'Alliance pour la Restauration de la République était également un agent de recrutement Fulcrum dans le secteur d'Albario. Le logo des Fulcrum reprend justement les tatouages d'Ahsoka. La Togruta rejoint donc la générale de la Nouvelle République à bord du Home One, un croiseur stellaire lourd MC-80A de type Home One, qui a été le quartier général de l'Alliance rebelle durant la guerre civile galactique et est connu pour avoir été le vaisseau amiral de Djal Akbar durant la bataille d'Endor. À l'image du jour de l'Empire, découvert d'un rebelle sur le sol qui fête de manière annuelle la proclamation de la création de l'Empire Galactique en 19 avant Yavin, les habitants de Lothal fêtent désormais à Capital City la défaite de l'Empire et le sacrifice d'Ezra Bridger. La cérémonie est dirigée par Ryder Azadi, un homme politique qui est présenté comme le gouverneur de Lothal. Azadi avait le rang de Moff et fut gouverneur de secteur de Lothal durant les premières années du règne de l'Empire Galactique. Cependant, Azadi a soutenu les émissions révolutionnaires d'Ephraim et Mira Bridger, les parents d'Ezra, ce qui a conduit à son arrestation et à son emprisonnement aux côtés des Bridger. Il s'évada 4 ans avant la bataille de Yavin, après que les Bridger eurent organisé une évasion. Les Bridger ayant été tués pendant leur évasion, Azadi retourna sur le sol pour retrouver leur fils. Azadi continua à aider la cellule rebelle locale des Spectres et la cellule Phoenix, qui rejoignit plus tard l'Alliance pour la restauration de la République. Dans les années qui précédèrent la bataille de Yavin, Azadi devient le chef révolutionnaire d'un groupe rebelle qui aida l'Alliance contre les forces impériales sur le sol. Et ainsi, après la défaite de l'Empire et la fin de la guerre civile galactique, Ryder reprit son poste de gouverneur sous la Nouvelle République. La ressemblance initiale du personnage en animation d'un Rebels avec son interprète Clancy Brown laissait largement supposer que l'on allait le retrouver dans le rôle, ce qui est en effet le cas. Mais Brown est loin de ses débuts dans Star Wars puisqu'il est aussi la voix de Montross dans le jeu vidéo Bounty Hunter, Savage Opress dans The Clone Wars et l'Inquisiteur dans Tales of the Jedi, et on a même déjà vu son visage en live action en tant que Burg dans The Mandalorian. Aux côtés de Ryder Azadi, on peut noter un Gotal et un Rhodien, deux espèces très présentes sur Lothal, mais surtout le jeune sénateur de la planète, un certain Jaekel. Jaekel était cadet à l'Académie des Jeunes et Impériaux sur Lothal 15 ans après l'avènement de l'Empire Galactique. Pendant son séjour à l'Académie Impériale, il était membre de l'unité Orek, qui a été rejointe par Dave Morgan, qui était en fait Ezra Bridger sous couverture. Ils parvinrent à s'enfuir, et Jay rejoignit 4 ans plus tard le groupe de résistance de Ryder Azadi, où il participa à saboter le projet de taille des défenseurs du Grand Amiral Throne.
Le discours d'Azadi se déroule devant la fresque murale des spectres créée par Sabine Wren après la bataille d'Endor, et représentant donc les spectres avec Ezra Bridger, Hera Syndulla, Sabine Wren, Kanan Jarrus, Garazeb Aurelius, Chopper, Delocha et Delotlu. Un détail intéressant sur la fresque est la signature de Sabine en bas à droite, avec les lettres S et W en alphabet mandalorien. Dans les 2 épisodes, les plans ne permettent pas de la voir, mais la fresque utilisée pour le tournage a été exposée à la Star Wars Celebration à Londres, et je peux vous confirmer que même ce petit détail a été retranscrit en live action. Nous découvrons ensuite Sabine Wren, la Mandalorienne qui a rejoint les rangs de la rébellion contre l'Empire. Elle pilote une motojet d'un nouveau modèle avec de la musique rock à fond dans les oreilles. La musique n'est pas vraiment confirmée comme étant diégétique, donc existante dans l'univers, mais cela aurait du sens, avec le fait que Zeb écoutait déjà du rock de Rebels avec la musique sobrement intitulée Zeb Rock. Sabine, qui devait participer à la cérémonie de Ryder Azadi, est rattrapée par 2 pilotes de la Nouvelle République, les nouveaux personnages du capitaine Porter et de la lieutenant Callahan. Les vaisseaux qu'ils utilisent sont des chasseurs d'escorte E-Wing, un modèle créé par la série de comics légende L'Empire des Ténèbres. Cette version canon est légèrement différente avec un droïde astromécano qui remplace le canon supérieur. Le E-Wing chez la Nouvelle République fait sens quand on sait qu'il fait partie de ce gouvernement de base dans le Légende, et quand sa seule autre apparition canon est dans le tome 5 de la série des comics Podamron à l'époque de la Résistance. A noter que cet E-Wing a bien un canon supérieur. Mais c'est donc un droïde qui le remplace et pas n'importe lequel. Ce droïde astromécano reprend le design de la toute première figurine de R2D2 par Kenner de 1977. De plus, le capitaine Porter est désigné par le nom de code Spectre 21, ce qui montre que l'escadron Spectre a bien grandi depuis la fin de Rebels, où la dernière numérotation connue était Jacen Syndulla, le fils de Kanan et Hera, comme Spectre 7. Sabine se rend ainsi à l'ancienne tour de communication E272 de Losalnet, où résidait Ezra Bridger après la mort de ses parents et avant de rencontrer les Spectres. C'est maintenant Sabine qui y habite et elle s'est mise à son aise avec beaucoup de graffiti. On peut remarquer des casques de Stormtroopers barrés, en tout cas des Lotcha et des Lotlu. Dans le bazar de la pièce traînent également des casques de Stormtroopers et de Scout Troopers, mais surtout le casque de Scout d'Ezra Bridger en orange. Dans un rêve, Sabine revit les dernières paroles d'Ezra avant qu'il ne disparaisse dans l'inconnu. Tout repose sur vous désormais, et n'oubliez pas, la force sera avec vous à jamais. Et c'est en se réveillant que Sabine aperçoit le vaisseau d'Ahsoka se rapprocher de Capital City, rappelant la première scène de Rebels, mais surtout une scène de l'épilogue. Après avoir retrouvé Ahsoka, Sabine lui vole la carte stellaire et rentre à la tour de communication. Mais sur le chemin, elle est repérée par Shin Hati grâce à un droïde sonde dans des plans similaires à la menace fantôme, lorsque Dark Maul était à la recherche de Padmé Amidala, Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi. Baylan Skoll et Shin Hati se retrouvent dans un sanctuaire sur la planète Sithos qui se trouve dans le système Denab. Ce système provient de l'univers légende où existe la planète Denab, citée pour la première fois dans l'adaptation radio d'Un Nouvel Espoir et apparue dans le jeu vidéo Rébellion. Sur cette planète, le regard de Baylan est attiré par un mouvement dans les airs avec un son de baleine en fond. En effet, la forme d'un Purrgil se distingue dans les nuages de la même manière que Grogu les a aperçus dans la saison 3 de The Mandalorian. On apprendra plus tard qu'un anneau extragalactique est en construction en orbite de la planète appelé l'œil de Sion et qui aurait pour but de suivre le passage des Purrgil entre les galaxies afin de retrouver Thrawn, apparemment envoyé sur Peridea. L'œil de Sion consiste donc en un énorme anneau extragalactique reprenant le design des anneaux hyperspatiaux utilisés par la République Galactique et les Jedi et qui fonctionne grâce à l'hyperdrive d'un Super Star Destroyer, un type de vaisseau dont font partie les cuirassés stellaires de classe Executor. L'œil de Sion peut rappeler un célèbre site de l'univers légende, Dark Sion de Knights of the Old Republic 2, mais fait probablement plus référence à la religion juive, comme l'a fait de nombreuses fois la saison 3 de The Mandalorian. En effet, pour les Juifs, Sion est le nom de la ville de Jérusalem restaurée, soit la Terre promise. Le fait qu'un anneau géant appelé œil permette d'accéder à une terre lointaine fait donc tout son sens par rapport à Sion. Morgan Elsbeth dit à Baylan que Thrawn l'appelle à travers l'espace et le temps. Dans l'univers canon, un seul élément relie ces deux variables, c'est le monde entre les mondes, une dimension du domaine de la force à travers laquelle Ezra Bridger a déjà pénétré pour sauver Ahsoka de son combat face à Dark Vador sur Malachor. Cependant, le monde entre les mondes n'est pour le moment aucunement lié à Thrawn ni aux Sœurs de la Nuit, donc beaucoup de mystères planent toujours autour des antagonistes. En enquêtant sur l'attaque de Shin Hati contre Sabine Wren, Ahsoka Tano utilise un pouvoir qui semble être de la psychométrie. Ce pouvoir est par exemple utilisé par Rey Skywalker au Cal Kestis et il consiste à ressentir des échos de force en touchant des objets. Nous n'avons jamais vu Ahsoka utiliser un tel pouvoir, mais l'élément le plus étrange est qu'elle ne touche absolument rien avec sa main. L'enquête se poursuit avec l'analyse d'un droïde HK qui provient de Corellia, une planète connue pour ses chantiers navals à toute époque de Star Wars.
En effet, dès la Haute République, Corellia fournissait des croiseurs à la République galactique. Sous l'Empire, elle construisait des destroyers stellaires et c'est désormais la Nouvelle République qui utilise les chantiers. Corellia est également le monde d'origine d'un certain Han Solo, comme montré dans l'introduction de son film dédié. Sur Corellia, Ahsoka demande au superviseur régional Min Weaver quels types de droïdes sont utilisés dans l'usine. Il lui répond 3 modèles. Tout d'abord les CCL, qui ne correspondent à rien de connu. Ensuite des IW-37, qui sont des droïdes manutentionnaires apparus dans La Revanche des Sith. Et enfin des HV-7, des droïdes de chargement apparus uniquement dans le supplément de jeu de rôle Légende Legacy Era Campaign Guide. Alors qu'Ahsoka affronte un mystérieux inquisiteur nommé Marok, Hera Syndulla poursuit l'Hyperdrive en fuite à bord du Phantom 2, une navette de transport de classe Shetepid modifiée. Elle est accompagnée de C-110P, alias Chopper, un droïde qu'elle a récupéré enfant sur Rylot pendant la guerre des clones. La scène où Sabine Wren décide de suivre Ahsoka dans son aventure est un parallèle quasiment exact de celle où Kanan se coupe les cheveux et se rase la barbe. En plus des liens visuels avec la lumière dans le dos, le personnage accroupi, le casque ou le masque posé devant lui et la façon de tenir le couteau, la symbolique y est aussi. Kanan avait entamé ce changement physique avant d'aller secourir Hera Syndulla des mains de l'Empire. Ici Sabine compte faire la même chose pour Ezra Bridger. La scène suivante avec Sabine reproduit au plan près le final de Rebels dans l'épilogue, où Ahsoka Tano vient chercher la Mandalorienne pour leur voyage vers l'inconnu. Cependant, quelques différences sont à noter, comme les murs de l'entrée détruits dans Rebels et intacts dans Ahsoka, et surtout la tenue de la Togruta. Dans Ahsoka, elle porte sa tenue grise que l'on connaît depuis The Mandalorian, alors qu'à l'origine, elle porte une tenue très blanche avec un bâton façon Gandalf le Blanc du Seigneur des Anneaux. En s'approchant de Tano, Sabine met son casque sur la tête dans Rebels et non dans Ahsoka, et dans cette dernière, Huyang est présent. Enfin, parlons du générique de fin. Il semble représenter schématiquement la galaxie connue avec différents astres et satellites avec leurs noms à côté. Cependant, l'alphabet utilisé n'est pas connu, mais un utilisateur de Reddit du nom de Agineb97 a réussi à regrouper les lettres équivalentes et les thématiques abordées par ces 2 épisodes pour déduire quelques noms. Les informations qui vont suivre sont donc de la déduction et pas forcément à 100% exactes. Nous pouvons donc lire Arcana, la planète du bastion des Sœurs de la Nuit, et Yern, qui ne correspond à rien de connu. Arcana étant une nouvelle planète, nous ne connaissons pas encore son emplacement sur la carte galactique pour essayer de deviner ce qu'est Yern. Nous avons ensuite Garel, Lothal et Mandalore, 3 planètes présentes dans Rebels. La première a accueilli l'escadron Spectre pendant un temps, la seconde est le lieu principal de la série, et la dernière est liée à l'histoire de Sabine Wren. A noter que leur emplacement entre elles correspond à la carte galactique officielle. Ensuite ce sont Agamar, Yavin et Dathomir qui apparaissent, de nouveau 3 planètes de Rebels. Agamar est la planète où les Spectres et Rex ont affronté le général Kalani, un droïde de stratégie militaire de série ST séparatiste. Yavin, et plus précisément sa lune Yavin 4, a recueilli la cellule rebelle Massassi jusqu'à la destruction de l'étoile de la mort, et Dathomir est simplement le monde des Sœurs de la Nuit. Une nouvelle fois, l'emplacement des planètes correspond à la carte galactique. Enfin, ce sont Corellia, Cato Neimoidia, Duro, Pasaana et la passe corellienne qui apparaissent. Corellia est évidemment présente dans la série, Cato Neimoidia pourrait rappeler le lieu de la mort du Jedi Plo Koon pendant l'Ordre 66, un Jedi cher aux yeux de Dave Filoni, et quant à Duro et Pasaana, je ne vois pas vraiment de lien. La première est le monde d'origine des Duros, et la deuxième est la planète désertique de l'ascension de Skywalker, mais elle pourrait très bien apparaître dans le futur. Et enfin, la passe corellienne est simplement une super hyper voie qui passe par les mondes du noyau. En parlant de ceci, c'est Coruscant qui est ensuite nommée l'ancienne capitale galactique dont de nombreuses routes semblent mener. Ensuite, on retrouve Sithos entouré par un Purrgil rappelant celui qui a vu Baylan dans le ciel. Et depuis Sithos part un long chemin passant par Odin, un nom inconnu, et un astre finissant par Ona jusqu'à aller à Peridea, le lointain monde où serait exilé le grand amiral Thrawn. En complément de cette vidéo, je vous invite à regarder la critique de Tribune et Max Rebo sortie hier sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez également nous rejoindre dimanche soir à 21 h sur Twitch pour notre critique en live. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission à la bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.